France Culture et Arte présentent Et maintenant, le festival. La programmation du festival est maintenant organisée par Arte et France Culture suit son cours. Maintenant tout de suite une rencontre avec une anthropologue, Nastasia Martin, qui avait publié un récit qui s'appelait Croire aux fauves, publié aux éditions Verticales sur une rencontre particulière avec un ours. Cette fois, elle nous revient avec un autre récit qui s'appelle À l'Est des rêves. Il a été publié à la Découverte. Je vous demande donc d'accueillir l'anthropologue Nastasia Martin et le producteur Quentin Lafay. France Culture et Arte présente Et maintenant, le festival. Et bonjour à tous les deux. Salut. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très très content que vous soyez nombreux pour découvrir ou redécouvrir Nastasia Martin qui a sorti le 1er septembre dernier un très très beau livre aux éditions de la Découverte, un livre intitulé À l'Est des rêves, réponse éveine aux crises systémiques. Et comme on va parler d'anthropologie, de terrain, comme on va partir extrêmement loin aussi, on va commencer par l'extrait d'un film que Nastasia a co-réalisé. Voilà, pour se mettre tout de suite dans l'ambiance. Donc, diffusion de l'extrait numéro 1, s'il vous plaît. Vous venez de rencontrer Daria, l'un des personnages principaux d'À l'Est des rêves. Nastasia Martin, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord de qui il s'agit et où on se trouve lorsqu'on est face à cet extrait? Bonjour à tous. Alors, il s'agit de Daria Banakanova, qui est une femme évène qui a vécu toute son enfance dans le village devenu camp de chasse de Tfayan, où nous étions, qui ensuite a été déplacé pour apprendre l'éducation russe dans un internat,
Puis ensuite, elle s'est installée à Esso, qui était un kolkhoz, jusqu'en 1989, au moment où tout s'est effondré, et elle a décidé de revenir là où elle était née, à Tfayan. Donc, dans cet extrait, on se trouve à Tfayan. Ce qui est fascinant dans cette région, dans ce morceau de région que l'on voit et dans cette région que vous arpentez tout au long de cet ouvrage, c'est qu'elle cristallise un nombre de crises, comme on les appelle en Occident, assez considérables. Crise géopolitique, crise économique, crise environnementale. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? En quoi cet endroit est une espèce de laboratoire de toutes les crises qu'on traverse actuellement? Oui, absolument. Donc, peut-être juste dire avant de traverser le détroit de Bering et de travailler au Kamtchatka, je travaillais en Alaska. Et j'ai justement enquêté sur les rapports entre une manière d'être au monde animiste qu'entretenaient les Gwich'in face à la question du changement climatique. Et donc de cette question des avant-postes, en fait, qui est très marquée dans les territoires du Grand Nord, et ça se traduit par les rivières qui sortent de leur lit, les animaux migrateurs qui ne migrent plus de la même manière ou qui ne migrent plus du tout, etc., etc. Donc ça a des conséquences concrètes sur la possibilité d'exister pour des collectifs de chasseurs-cueilleurs. Et en réalité, j'ai décidé de traverser le détroit de Bering parce qu'un jour, Dacho, en Alaska, qui était le chef tribal d'un village qui s'appelle Fort Yukon, m'a dit, tu sais, nous, on continue d'habiter dans ce village parce que tout ne s'est pas encore effondré. Il y a encore une structure économique, politique qui nous tient. Mais si tout s'arrêtait, nous repartirions en forêt. Et c'est pour ça que je continue d'apprendre à mes enfants à chasser, à pêcher, à connaître leur territoire de chasse, etc. Et donc là, évidemment, ça a fait le tilt. Et je me suis dit, tiens, mais en fait, du côté russe, cette crise systémique, pas seulement la crise écologique, mais la crise, c'est-à-dire du système politique de l'État qui tient les autochtones dans une certaine norme, une certaine forme, c'est déjà effondré. Et peut-être qu'il y a des collectifs qui ont fait ce choix, en fait, que de quitter toutes les structures qu'ils connaissaient auparavant pour retourner en forêt. Donc c'est vraiment ça qui a présidé au début de cette rencontre avec Daria. Et vous dites de cette région qu'il y règne un sentiment d'urgence que nous ne connaissons pas encore. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Du point de vue des métamorphoses climatiques, c'est très simple. C'est juste que là, à Tfayan, en fait, vous vivez au contact permanent avec les éléments qui vous entourent, pas seulement les animaux, pas seulement la forêt, mais aussi les éléments, c'est-à-dire la rivière, le ciel, la neige, etc. Et quand les éléments se dérèglent, c'est-à-dire qu'en hiver, il y a de plus en plus de tempêtes, que les amplitudes de température sont extrêmement élevées et en même temps très rapprochées. Ça veut dire qu'un jour, il peut faire 0 degré, le lendemain, moins 40 et le surlendemain, plus 10. C'est ce genre d'urgence qui fait que quand vous vivez dans une yourte au fin fond de la forêt, il y a la certitude de savoir qu'il y a quelque chose qui a basculé est une sorte d'évidence. Et puis après, l'autre urgence, évidemment, c'est une urgence politique, encore une fois. C'est que c'est des gens qui, à un moment donné, ont été complètement livrés à eux-mêmes. Ils avaient été pris en charge pendant l'époque soviétique et au contraire, leurs moyens de production avaient été récupérés, notamment les troupeaux de rennes. Et au moment de la chute, d'un seul coup, ce côté patriarcal en fait, dans lequel ils aient été pris se disloque et il faut qu'ils retrouvent par eux-mêmes, sans aide extérieure, sans système social d'aucune sorte, ni aide économique, les moyens de survivre. Donc voilà. Alors comme ils sont bien plus en avant que nous dans l'urgence, évidemment, ils ont des choses à nous apprendre et nous, on a des choses à apprendre d'eux. On va passer un deuxième extrait du film que vous avez co-réalisé, un extrait qui concerne les rites mortuaires. Daria, помнишь, когда мы первый раз сюда приехали, когда мама умерла, приготовили все, как было там на драконе, это было... Я никогда не видела вот так. Это всегда у нас так, если говорить.
У нас же не как у христиан, вот у русских, ну везде вот. Мы как кочевые люди, да? Ну сегодня постарайся все. Вот это все вот понемножку себе. Ну мясо обязательно, соль, табаки, там спички. Ну все, что ты ешь. И мама, например, там кушала все. Чуть-чуть, понемножку. Вот так сложишь по кусочку. И потом каждый ребенок вот так растет. И они кидают на костер. Видела же? Который мама уходит, да? Она угощает там, которых, скажи, ну, своих, которые там уже в другом мире живут, она как бы угощение несет. И мама говорит, ты живешь тут, ты никого не бойся, если даже умершие тут. Они говорят, мы же одна семья, ну, как бы вместе живем. Не надо их бояться, они ничего тебе плохого не сделают. Ну, мертвые, которые умерли, да. Le premier... Le premier enseignement, parce que vous avez réalisé peut-être en passant du temps avec ces gens, en passant du temps sur place, c'est que le réchauffement climatique et ses effets n'ont pas du tout fait voler en éclats les croyances, les mythes, le rapport au réel des événements. Bien au contraire, c'est ce rapport que nous n'avons pas au réel qui leur permet de traverser ce qu'ils sont en train de vivre. Oui, absolument, parce qu'en fait, ils ont déjà l'expérience de ce que c'est que de vivre dans un monde incertain et instable au quotidien et d'être confrontés à des animaux, à des êtres et à des entités, des éléments qui en fait, débordent tout le temps les attentes des humains. C'est vraiment ce que racontent la plupart des mythes animistes du Grand Nord, c'est faites attention, vous croyez connaître le corbeau, mais en réalité, le corbeau risque toujours de vous surprendre. Alors, est-ce que vous pouvez raconter justement ce mythe du corbeau, ce mythe fondateur justement de la lumière sur Terre? Oui, alors par contre, c'est un mythe qui a été qui ne vient pas du Kamtchatka, mais de la côte nord-ouest aux États-Unis, un mythe Tsimshian. Qui d'ailleurs a été beaucoup travaillé par Franz Boas et puis Claude Lévi-Strauss. Alors l'histoire, c'est que il fait noir, partout il fait noir. Il y a des êtres qui vivent sur Terre, mais ils ne se distinguent pas les uns des autres. Ils ne se voient pas, ils ne voient pas leur contour et leur forme. Et puis un jour, Corbeau en a assez de cet état des choses et décide d'aller voler la lumière à un vieil homme qui vit tout seul avec sa fille dans une maison au fond des bois. Et comme Corbeau est très malin et qu'il a en plus le pouvoir de la métamorphose, il utilise tout un tas de ruses métamorphiques, se transforme un certain nombre de fois pour pouvoir entrer par effraction dans la maison de ce vieil homme. Je vous passe les détails, hein, vous lirez, parce que c'est assez long en fait comme histoire. Finalement, il arrive à voler la lumière. Donc c'est toute la lumière du monde qui est enfermée dans une boîte, une toute petite boîte qui est elle-même enfermée dans d'autres boîtes. Et il s'envole avec la lumière dans ses serres. Et il veut la garder pour lui, évidemment. Il n'a aucune intention d'en faire cadeau au monde, mais il se trouve que par inadvertance, il percute Aigle. Et donc il percute Aigle et il lâche la lumière
qui vient s'éclater sur les rochers, des éclats remontent au ciel, créent la Voie lactée. Puis à la fin du mythe, un astre se lève à l'est et c'est le début de la création et de la spéciation du coup, parce que les êtres commencent à se distinguer les uns des autres. Et donc ce que dit, raconte, révèle peut-être ce mythe fondateur, au fond, c'est que contrairement aux paraboles judéo-chrétiennes qui voient dans la création du monde une intention divine, là le monde a été créé par inadvertance, par hasard, par accident presque, et donc ça fonde un rapport tout à fait différent au monde, à la catastrophe, à l'urgence. Oui, vous avez bien compris la question, c'est exactement ça, c'est ce que j'ai appelé des cosmogonies accidentelles. Et c'est l'idée en fait qui sous-tend tout le régime de relations dans les forêts du Grand Nord, qui est qu'un monde se crée dans la rencontre entre deux altérités. Et que ce qui sort de cette rencontre, c'est jamais prévisible en réalité, et c'est toujours le produit de deux puissances qui ont bien leur puissance à elles très différentes. Et c'est ça qui est joué et rejoué au quotidien, tant dans la question de la chasse et de la prédation, mais aussi dans la question des rêves, des raisons pour lesquelles on a besoin pour préserver le dialogue avec les autres êtres qui nous entourent. Ça, c'est ce que raconte Daria, de se mettre en capacité de rêver et d'aller rencontrer sans nos dispositions corporelles qui nous empêchent d'entrer en relation, mais avec nos âmes, d'autres êtres que les seuls humains. Et ça, c'est vraiment l'une des questions centrales aussi que j'ai essayé de travailler dans le livre. C'est ça qui est assez fascinant aussi dans le livre, c'est justement la fonction radicalement différente que les rêves ont pour les événements. Pour nous, le rêve, c'est d'abord un rapport au corps. Pour eux, c'est d'abord un rapport à l'âme. Et d'ailleurs, un matin, vous vous réveillez là-bas, vous allez voir Daria, vous lui racontez vos rêves, votre rêve, et vous lui demandez ce qu'elle en pense. Qu'est-ce qu'elle vous répond ? Elle me dit oui, ben c'est très bien, mais tu n'as rien vu cette nuit, tu as juste tourné à l'intérieur de toi-même. Et ça, c'est vraiment, je pense que. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, en fait, je pense qu'on tous ici, on comprend très bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire cette capacité qu'a notre psyché de ressasser les événements qui nous sont arrivés dans la journée d'avant, dans la semaine d'avant ou dans nos vies. Et cette impression au matin quand on se réveille que ça a tourné, mais ça a tourné en boucle quelque part. Et il y a cette idée que ce qui se passe dans nos rêves, ça se passe uniquement dans nos têtes. Et pas ailleurs. Eh bien, en fait, ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que ça, c'était une vision du rêve qui était contingente, historique, qui avait une histoire, qui était une histoire assez courte en réalité, parce que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on considérait en Occident également que le rêve était un voyage, un transport, une rencontre possible. Et finalement, les portes du rêve se sont fermées aux alentours de la période de la Renaissance, où d'un seul coup, le rêve a été confiné au seul, au seul esprit humain. Eh bien, ce que raconte Daria, c'est que c'est pas qu'au Kamtchatka, le rêve que j'appelle projectif n'existe pas, évidemment qu'il existe, mais il y a aussi un autre type de rêve qu'on pourrait appeler le rêve animique, qui est cette capacité, cette mise en disposition à un moment donné de pouvoir finalement, au moment où le corps se met au repos, que quelque chose, alors ça c'est libre à l'interprétation de chacun, que quelque chose sorte du corps pour essayer d'aller nouer un dialogue avec les âmes d'autres êtres qui eux aussi sont peut-être en train de dormir, pour revenir dans le corps au matin chargé de potentialités qui ne sont pas les siennes, d'aller rencontrer un saumon, un renard, un ours, les oies sauvages, etc. Eh ben, on va faire justement la rencontre d'un ours, en tout cas en creux, en visionnant un troisième extrait du film que vous avez co-réalisé. Но собаки не слышала лая? Не чует, вот Лиса подходит. Та же видела следы? Вот эти окна, видишь, пленкой. Эту все сломал. Сюда медведь зашел. Там, правда, до сих пор эти есть.
как его, лапки на стенке. Как его, муку все мешками, вон то через окно, вон там, которое. А сюда все вытащил, все, что было, все сюда. Ну что, съестное, он все крупы, вот это все съел. Муку вытащил, рис вытащил, сахара тоже нету. В общем, ничего нет. Черемшу не ел. Варенье, банка, да, вот. Как он умудрился вот эту крышку снять? Она даже не разбилась, ничего, да? Я все думаю, как же он это, то ли лежа, да? И, ну, представляла, как он может. Мама говорит, что это не надо, хотя она это говорит. Тоже, говорит, кушать хотят. И у меня, правда, ну а что поделаешь, если это же люди до такого же довели, что живность, да? Рыбы нету. Бывает, что ягоды, ни орех, ничего нету. Они вот, ну, где возможно найти пищу, вот они искают. Et toujours ce retour vers le blanc, vers le silence. On a choisi cet extrait, Nastasia Martin, parce qu'il nous a semblé qu'il racontait un autre rapport aux êtres non humains, notamment un rapport d'empathie, de compréhension extrêmement différent dont nous pouvions parfois manquer ici. Est-ce que c'est ce qui résonne aussi en vous lorsque vous avez filmé ce moment? Oui, enfin moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans cette scène, c'est à la fois cette manière qu'elle a de tenter de se mettre à la place de l'autre ici, de l'ours, pour essayer de comprendre ses actions. Et par ailleurs, parce qu'en réalité, enfin, vous avez vu la scène, là où est la cabane, etc., c'est quand même en été, la proximité des ours est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit tout le temps. On voit la fenêtre est en plastique, littéralement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin d'avoir un grizzly qui rentre à l'intérieur de votre maison. À Tfayan, sur les murs, la tapisserie est déchirée parce que cet ours a griffé tous les murs et les humains vivent au milieu de ça. Et ce qui est très beau dans cet extrait et qui résume très bien leur manière de se prémunir des puissances des autres, c'est le rire en fait. C'est sa manière de se marrer en pensant à l'ours qui est en train de... Comment il devait... Elle dit il devait vraiment avoir l'air con en fait, en train d'essayer d'ouvrir le pot de confiture avec ses grosses pattes et puis il n'y arrive pas et en fait elle se fiche de lui véritablement. Et là on voit, et ça c'est quelque chose qui est très très récurrent chez les Even, cette capacité qu'ils ont, même dans les situations les plus... dramatique parfois, de se servir de l'humour, de l'ironie, mais de l'ironie pas méchante, mais de cette ironie qui vient titiller les autres, comme une manière de mettre à distance, d'être réflexif et de dire « je te reconnais, mais tu ne vas pas me déborder ». Et ça, c'est vraiment... en tout cas, c'est quelque chose que moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est l'humour pas, pour traverser les crises. Voilà, c'est pas un truc qu'on pratique très très bien ici, et en l'occurrence, oui, je pense qu'on en a besoin. Une dernière question peut-être, quelle place accorderiez-vous, en tout cas quelle place on peut espérer ou non pour l'animisme dans les sociétés occidentales ou les sociétés dites modernes? Est-ce que vous découvrez, identifiez des poches d'animisme, des poches possibles où l'animisme pourrait surgir dans nos sociétés? Oui, plus simple de répondre à ça. Bon, je pense qu'il y a des expériences qui sont faites par tout un tas de gens qui
qui réinvestissent différemment des espaces de ruralité, je pense notamment aux ZAD, mais aussi tout un tas de paysans qui en réalité sont bien plus proches disons, d'un mode de relation au monde animiste plutôt que du mode de relation naturaliste. Donc je pense qu'il n'a pas, en réalité, il n'a absolument pas disparu. C'est juste qu'il a été, il est minoré. Mais il n'a pas disparu. Et par ailleurs, oui, enfin, dans toutes les réinventions politiques qu'on voit en ce moment à l'œuvre, j'ai l'impression que de plus en plus de personnes se posent la question. Après, loin de moi l'idée de dire que, disons, si vous n'avez pas une pratique de relation à un monde naturel, c'est-à-dire un environnement qui ne soit pas urbanisé, vous n'allez pas pouvoir vous relier aux autres êtres vivants. Et du coup, comment vous faites, vous qui habitez dans un centre-ville? Moi, je pense que la question des techniques du rêve, ça, c'est quelque chose qui peut être pensé, en tout cas, réapproprié par des gens qui sont loin, disons, des êtres vivants. Voilà. Merci beaucoup, Nastasia Martin. Je rappelle le titre de votre ouvrage que je recommande très très chaudement, À l'Est des rêves, réponses et veines aux crises systémiques. C'est paru aux éditions de La Découverte. Et merci beaucoup. Merci. Merci.